Je vais me présenter, je suis Bruno Imbert. Je vais vous raconter rapidement mon histoire avant de vous parler d'entrepreneuriat social. L'entrepreneuriat social, en tout cas tel que nous, à la ruche, on le vit et on l'imagine. Donc moi, je suis Bruno Imbert. J'ai deux vies dans ma vie professionnelle. Jusqu'à l'âge de 40 ans, j'ai un parcours qu'on va dire à peu près traditionnel pour un grand nombre de cadres, c'est-à-dire que je travaille dans des grands groupes. Un grand groupe qui s'appelle Sarali, qui était un groupe américain extrêmement financiarisé, avec une approche très américaine et très financière de ce que peut être le business. Rapidement, je me suis plus reconnu dans une entreprise qui fermait des sites pour essayer de gagner, fermer des sites en France pour essayer de gagner un demi-point de marge pour amener dans un premier temps sa production en Roumanie et puis après en Chine. Et j'ai eu l'opportunité de rentrer dans un groupe, en tout cas une entreprise qui s'appelle France Télécom, 3 ans avant l'ouverture de la concurrence, pour justement imaginer les scénarios, je dis à la stratégie grand public, imaginer les scénarios de rentrée des concurrents sur ce marché, et notamment à travers les ventes indirectes, puisqu'on avait quand même compris, enfin en tout cas les dirigeants de l'époque, qu'ils n'ouvriraient pas forcément des points de vente et qu'ils passeraient par des ventes indirectes pour s'adresser au marché. Donc à un moment donné, à 40 ans, comme un certain nombre de personnes maintenant, mais à l'époque de façon assez impérieuse, eu la sensation à la fois que je ne me reconnaissais plus trop ni avec les gens avec qui je travaillais, les motivations pour lesquelles je me levais le matin. C'était assez douloureux, mais je ne veux pas larmoyer, mais j'avais vraiment la sensation qu'il fallait vraiment que je passe à autre chose. Et comme je m'occupais de la création d'opérateurs de téléphonie, ce qu'on appelle switchless, c'est-à-dire avec des moyens financiers assez légers, on était capable de monter les opérateurs, m'est venue une idée qui a changé ma vie, puisque au départ, je l'avais d'abord je l'avais présenté à mon employeur. Cette idée, c'était de parler de valeur à des clients plutôt que de leur parler de la valeur. Je m'explique, tous les marchés qui se dérégulent dans le monde se dérégulent à travers le tarif. Vous remarquerez tous les marchés énergie, eau, enfin tous les marchés, les nouveaux entrants arrivent et disent « je suis moins cher ». Et cette situation m'interpellait suffisamment, puisque j'étais en charge de surveiller tous les nouveaux entrants et d'essayer de les bloquer. Je me disais, c'est fou, parce que s'ils rentrent que par la valeur, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution. Et un jour, je me suis dit, après tout, si on proposait, alors on parle de la fin des années 90, hein, on est en 98, 99, et je me disais, mais si on proposait à un client, et si on disait à un client, finalement, en venant chez moi, dans mon opérateur, vous allez payer les mêmes tarifs que l'opérateur historique, mais une partie de votre facture va être reversée à un projet associatif que vous allez pouvoir suivre, ou en tout cas que nous, on va suivre pour vous, et on va vous tenir informé sur votre facture. J'avais la sensation que ça pourrait intéresser beaucoup de personnes. Pour aller au bout de la logique, j'avais voulu complexifier, ou en tout cas, je voulais aller vraiment au bout du bout, c'est-à-dire de dire que l'argent que les clients acceptaient de donner finalement à travers le paiement de leur facture puisse faire l'objet d'un reçu fiscal, c'est-à-dire qu'ils puissent récupérer 66% de cette somme pour que ça soit véritablement un don, en fait, un don fait à une association. Et donc, il fallait, pour pouvoir y arriver, qu'on puisse proposer au client qu'il ait le choix de garder pour lui la remise, puisqu'il y avait une remise de 15% sur la facture. Soit on lui faisait une remise de 15%, soit on reversait 15% de la valeur de sa facture à une association. Donc ce mécanisme-là, j'avais l'absolu, j'avais une certitude, une conviction profonde que ça pouvait intéresser beaucoup de personnes. Et en fait, chaque fois que par la suite j'ai eu l'occasion de réfléchir à des projets,
j'étais le cobaye, c'est-à-dire je ne faisais pas les études de marché. Je me dis, moi, en tant que j'ai toujours eu la sensation d'être monsieur lambda, et je me disais, mais si ça m'intéresse moi, je pense qu'on est nombreux à faire ça. Je suis un peu long, mais en même temps, ça vous explique ce que pour nous était l'entrepreneuriat social. Pour moi, était l'entrepreneuriat social. Et donc, on a lancé, j'ai lancé, alors bon, j'en ai parlé chez France Télécom, et les gens se sont moqués de moi en disant, mais t'es vraiment con, c'était les mots, t'es vraiment idiot, c'était pire que ça, en fait, c'était une insulte. Parce que si tu donnes 15% à quelqu'un, ben, les gens sont comme ça, ils prennent l'argent et puis ils en ont rien à foutre du secteur associatif. Donc, j'ai démissionné dans la demi-heure où on m'a dit que j'étais un abruti et j'ai monté cet opérateur de téléphonie. Et là, j'ai vécu un drame que je, même à mon pire ennemi, je ne lui souhaite pas, c'est que j'ai lancé, alors bon, c'était compliqué, mais j'ai fait une première levée de fonds assez importante et j'ai lancé cet opérateur de téléphonie qui a très, très, très bien marché immédiatement. C'est-à-dire que immédiatement, beaucoup de gens sont venus. Alors, à l'époque, il n'y avait pas le buzz parce que l'Internet n'était pas aussi viral qu'aujourd'hui, mais on appelait ça le bouche à l'oreille. Et on a des milliers de clients qui sont arrivés, qui ont commencé à s'inscrire avec des mots extrêmement gentils, encourageants. Les gens ont parlé entre eux en disant, tiens, il y a cet opérateur qui s'appelait Equitel, qui est né et on a vécu quelques mois assez enthousiasmants où on voyait arriver des milliers de clients. Il s'avère que dans les télécoms, le client, quand il arrive, lui, il paye à 60 jours, mais le trafic téléphonique, quand on l'achète quasiment au cul du camion, donc il faut payer immédiatement. Et c'est un métier donc qui nécessitait d'avoir énormément de cash et pour pouvoir faire face justement au BFR. Et là, la bulle Internet a explosé. Il n'y avait plus d'argent sur le marché et il a fallu qu'on réinvente, que je me réinvente, que je pivote pour essayer de survivre. Mais pour synthétiser ce petit parcours, cette première expérience qui était de dire je vais mêler du business et du gros business, pour le coup, des télécoms, je peux vous garantir que c'est un métier qui brasse rapidement de l'argent dès que ça commence à cranter, et du sociétal. C'est ça l'entrepreneuriat social. C'est-à-dire comment on mélange à la fois une approche business, ou en tout cas le social business à l'anglo-saxonne, puisque c'est vraiment sur ça que nous, on s'inspire davantage. C'est vraiment ce mélange des deux actions qui fait qu'on a une action qui a un impact sociétal et une action où la dernière ligne du bilan est positive. Autrement dit, on a trouvé notre propre modèle économique et on n'est pas obligé, comme le faisait historiquement le secteur associatif, de faire tourner la CELI en permanence pour essayer de vivre. Ça, c'était la première expérience. Bon, quand tout s'est arrêté, j'ai rencontré à l'époque Jacques Veyrat, qui était le fondateur de ce qui s'appelait LDCom, qui était vraiment l'opérateur, puisque c'était quand même l'univers que j'observais le plus, l'opérateur ou la personne qui me semblait être la plus pertinente et qui allait être le grand gagnant de ces affaires de télécom. Hein. On a vu arriver tous les opérateurs du monde entier, WorldCom, enfin tous étaient en France, mais celui qui me paraissait être le plus intelligent, c'était Jacques Veyrat et LDCom. La preuve en est, c'est qu'il a monté le groupe, il a commencé dans une cabine téléphonique, ils ont commencé à 4, et puis c'est devenu 9 CGTEL, c'est devenu un empire, et j'ai été voir Jacques en lui disant, vous dépensez des sommes considérables pour avoir des clients qui ne sont pas fidèles, et moi je sais comment gagner beaucoup de clients et les rendre fidèles et sans dépenser d'argent. Et cette idée de mélanger du business et de la solidarité lui a semblé très très intéressante. D'ailleurs, sa phrase c'était de dire, écoutez Bruno, moi je n'aime pas les dames patronesses. Si je dois faire dans le cadre du business des actions qui ont un intérêt général, il faut que ça soit lié à mon business et que ça me rapporte. Et c'était vraiment la philosophie dans laquelle j'étais venu le rencontrer. Donc il m'a dit, écoutez, arrêtez le métier d'opérateur, on va vous récupérer vos clients. On va les récupérer chez nous et puis on va leur faire des offres d'intérêt général que vous allez construire pour nous
mais en tant qu'agence. Et comme c'était quand même quelqu'un à la fois de prudent et de malin et qui voulait vraiment que je fasse la démonstration que ça pouvait marcher, il m'a dit, moi, je vais vous payer à la commission. Je ne veux pas vous payer, ouais, mais vous serez intéressé à la fidélisation ou à l'arrivée de nos clients. Et donc, on a transformé notre opérateur de téléphonie, on a transféré nos clients chez 9CGTEL, et puis on a transféré notre opérateur de téléphonie en agence conseil, et on s'est mis à accompagner des grands groupes sur leur stratégie d'engagement, et justement en leur disant, les valeurs ont de la valeur. Et si vous les intégrez dans votre modèle économique, vous allez voir que vous allez générer quelque chose de beaucoup plus grand que juste la satisfaction du client qui a un service de qualité et pour lequel il paye. Et autrement dit, on est en train de parler à la fois à travers ces actions de valoriser les collaborateurs qui ont parlé sur la marque employeur, de se dire mon opérateur ou mon entreprise fait des actions qui vont au-delà de l'intérêt de générer du cash, de la TVA ou des sacs poubelles, mais ils intègrent une dimension supérieure. Donc les salariés étaient particulièrement contents. Les clients, quand on s'adressait à eux en leur proposant de participer dans le cadre de leurs achats à quelque chose de plus grand, étaient intéressés. En fait, ça avait beaucoup de valeur et j'ai créé donc cette agence et qui pendant plusieurs années a accompagné beaucoup de grands groupes. Sur chaque fois, c'était du sur-mesure. On réfléchissait à ce que l'on pouvait faire, comment on pouvait le faire, et puis on montait des mécanismes. Bon, en parallèle à ça, assez rapidement, on a monté avec des copains ce qui est devenu La Ruche et qui est aujourd'hui la société, la dernière société que j'ai gardée, puisque j'en ai créé d'autres, je vais y venir, qui était un lieu qui regroupait à travers une communauté des gens qui, à travers leur activité économique, pensent qu'on peut faire les choses différemment. Donc, on a créé La Ruche en 2008. On a créé, sans s'en rendre compte, le premier espace de coworking en France. Ça n'existait pas. On avait vu des Anglais, des artistes anglais le faire. Ils se regroupaient, ils mutualisaient certaines fonctions support, ce qui leur permettait de pouvoir être plus agiles et moins dépensiers dans leur quotidien et se consacrer davantage à leur art. Et on s'était dit, c'est pas mal, on voudrait faire la même chose en France pour des entrepreneurs à impact, ou plutôt du social business. Donc, on a lancé La Ruche, ça a été un gros succès. Aujourd'hui, c'est 10 ruches qui sont en France. On en ouvre assez régulièrement, 3-4 par an. Et chaque fois, on a pour principe, à l'intérieur de La Ruche, de dire à des gens qui veulent venir nous rejoindre, OK, il y a des gens qui sont là pour vous animer, vous allez avoir de l'Internet, vous allez avoir des bureaux, vous allez avoir... Tout va être pris en compte dans le package qu'on vous fait, mais pour venir nous rejoindre, il y a une condition qui est sur laquelle on ne transigera pas, c'est que vos savoirs, ce que vous avez accumulé comme expérience dans votre vie, vous et vos salariés, sont open source pour les gens de La Ruche. Autrement dit, quelqu'un peut venir vous demander un renseignement en vous disant « Tiens, je voudrais faire ça, je sais que tu l'as déjà fait, est-ce que tu peux m'aider ?» Cette personne-là va l'aider et va lui éviter, si la personne qui pose la question est capable de l'entendre, va lui éviter de faire les pièges les plus flagrants, ou en tout cas ceux qu'on retrouve régulièrement dans la création d'entreprises. Autrement dit, on a développé à travers nos lieux quelque chose qui est un peu supérieur à ce lieu et qui est l'économie du savoir. Comment on peut s'entraider entre entrepreneurs. Surtout que pour dire la vérité, et puis pour aller un peu plus loin, c'est que une des clés du succès de l'entrepreneuriat, c'est avoir un réseau. C'est-à-dire tous les gens qui ont fait des grandes écoles, et on en a de plus en plus dans notre univers. Le réseau, ils l'ont, ils ont leurs potes ou les anciens amis qui sont dans des grandes boîtes et qui peuvent les aider ou leur accélérer la prise de rendez-vous ou de décision. Mais on est dans un univers où on voit arriver quand même beaucoup de gens qui n'étaient pas prédestinés ni à devenir entrepreneurs et qui n'avaient pas forcément fait les bonnes études, ou en tout cas les grandes études qui leur donnaient accès à ces réseaux. Et donc, La Ruche et la communauté de La Ruche
c'est vraiment un réseau d'entraide et de partage où on peut s'entraider. On n'est pas là pour travailler pour les autres, mais on est là pour ponctuellement, s'ils ont besoin de quelque chose, de s'entraider. Donc la ruche, aujourd'hui, c'est 2 métiers. Je reviendrai après sur les entreprises que j'ai montées en parallèle. Donc je vais y revenir de suite et puis je reviendrai sur les 2 métiers de la ruche. Assez tôt, j'ai eu, vous l'avez compris, j'avais au départ j'aimais bien l'idée de collecter de l'argent sans que ça coûte rien aux associations, de leur trouver des nouvelles ressources financières. Et donc j'ai créé une autre boîte avec un de mes associés. Moi, j'ai une particularité, c'est que je n'aime pas créer des boîtes tout seul, pour une raison simple, c'est que je ne sais rien faire. Donc la seule chose que je sais faire, c'est reconnaître le talent chez les autres. Et du coup, un peu comme le coucou, j'en sais rien, je leur dis, tiens, moi j'ai une idée, mais on va le faire ensemble. Et comme je dis à mes associés, moi, elles font tout, ce sont des femmes aujourd'hui chez la rue, elles font tout et puis moi je fais le reste. Donc je m'associe et j'avais une idée de se dire que le financement du secteur associatif et la collecte de fonds du secteur associatif allait forcément passer de plus en plus sur le web. Et on a créé une boîte qui s'appelle Hello Asso, qui est aujourd'hui la plus grosse plateforme de collecte de fonds pour le secteur associatif en France. Ça collecte, on double les chiffres chaque année. Cette année, ça va collecter 300 millions d'euros. Certainement, l'année prochaine, ça en fera 5 ou 600. Donc, c'est vraiment un énorme système et qui a pour particularité de dire aux associations, quand vous collectez chez nous, tout est gratuit. On ne touche pas à l'argent, on vous verse l'argent, tous les outils sont là, vous les utilisez, etc. Et en fait, au moment où les associations font des appels aux dons parce qu'elles présentent des projets ou des actions, au moment où les gens font des dons, on leur dit la plateforme est gratuite, sachez que la plateforme est gratuite, et si vous voulez nous aider, nous soutenir, vous faites un pourboire. Et au moment où les gens font un don à une association, pour lequel ils ont un reçu fiscal, je vois qu'on dit le transfert d'argent peut-il être considéré comme de l'entrepreneuriat social? Ce n'est pas du transfert d'argent, c'est vraiment de la collecte pour le compte du secteur associatif et de la collecte à 0 €. Donc c'est basé sur le pourboire et les gens nous font des pourboires. Et le modèle économique fonctionne parfaitement. Donc, c'est vraiment une autre façon à la fois d'utiliser le web et d'imaginer la générosité du public, sachant que, pour votre information, mais une association en moyenne, à minima, les frais de collecte de dons, c'est à peu près 15% du montant qu'ils récupèrent. Donc, quand on leur dit on va collecter pour vous, ou en tout cas on va vous aider à collecter avec 0 € de frais, ça leur fait faire des économies substantielles. Donc, Hello Asso, et puis en même temps, j'avais monté un programme d'incubation qui s'appelait la Social Factory. La Social Factory, c'était comment on accompagne des gens qui ont une idée, mais qui n'ont pas les moyens financiers de se faire accompagner, et qui était quand même un énorme sujet, parce que je reviens à la ruche. On avait beaucoup d'entrepreneurs à la ruche immédiatement. Donc c'était un modèle économique extrêmement simple. Hein. Les gens payaient pour être dans la ruche et pour pouvoir utiliser les postes de travail, pour pouvoir bénéficier du lieu. Mais on voyait arriver beaucoup d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs, ou en tout cas des gens qui avaient une idée et qui nous disaient moi j'ai une idée, mais j'ai pas les moyens de me payer le réseau de la ruche, de rentrer dans le réseau de la ruche. Comment je fais? Nous, on leur disait, écoutez, nous, on a un propriétaire, on doit payer un loyer, on n'a pas du tout les moyens de faire de la gratuité. Notre modèle économique, quand à la fin de l'année, on n'avait pas perdu d'argent, c'était déjà beaucoup. On avait des salaires qui étaient très tendus, donc on leur disait, nous, suivant l'expression, pas de bras, pas de chocolat, nous, t'as pas d'argent, on peut rien faire pour toi. Mais quand même, au bout d'un moment, à force de voir passer à la fois des gens pleins d'espoir, pleins d'envie de changer le monde, et puis parfois des très beaux projets, on a fini, dans le cadre de mon agence Equitel, par convaincre un grand groupe de pouvoir imaginer, dans le cadre de sa RSE, de financer l'accompagnement de certains entrepreneurs que l'on sélectionnerait
est au stade de l'idée et que ça pourrait devenir potentiellement pour cette entreprise des sources d'idées de la R&D ou de la RSE ou une action de mécénat, mais essayer de trouver des projets qui pouvaient les intéresser en tant qu'entreprise. Donc de dire mettez un budget on va détecter, on va faire un appel à projet, un concours, on va détecter 10 personnes à fort potentiel, enfin 10 projets à fort potentiel, et ces projets non seulement sont à fort potentiel, mais d'une manière ou d'une autre peuvent intéresser ou peuvent venir renforcer votre stratégie ou votre stratégie commerciale ou de RH, mais avoir un intérêt. Et donc, on a lancé ce premier incubateur il y a, c'était en 2010, ce programme d'incubation. Et là, j'ai monté une boîte parce que c'était vraiment un métier et j'ai monté la Social Factory. Et progressivement, c'est quelque chose qui est devenu vraiment assez gros. Et assez récemment, il y a 2 ans, j'avais la ruche d'un côté qui faisait le coworking et avec des gens qui voulaient venir travailler chez nous, mais qui n'avaient pas l'argent. Et puis j'avais la Social Factory à côté, qui était le plus gros client de la ruche. Enfin, les relations devenaient compliquées, non pas dans l'organisation financière, mais surtout entre les gens de la ruche et les gens de la Social Factory, qui avaient la sensation parfois que les uns vivaient sur le dos des autres. Et donc, on a fusionné les 2 boîtes récemment, il y a 2 ans, pour faire maintenant une entité et une entreprise qui a 2 activités, vous les avez compris. Première activité qui est l'hébergement d'entrepreneurs, de l'entrepreneuriat social, et l'autre activité qui est d'accompagner le développement des entreprises à impact social à différents stades d'évolution. Et aujourd'hui, on a des programmes qui sont de l'idéation, c'est-à-dire j'ai une idée, j'aimerais bien me lancer, mais je ne sais pas comment faire. Là, on accompagne à peu près 350 personnes par an pour créer leur entreprise à impact. À chaque fois, alors, il y a une petite nuance, j'y viendrai après. On accompagne des gens qui sont en accélération, c'est-à-dire de dire, moi j'ai trouvé mon modèle économique, ça marche pas trop mal, mais j'arrive pas à cranter, comme on dit, ou à passer à l'étape supérieure. Donc, c'est de l'accélération. Et là, récemment, on a lancé un fonds d'investissement de 22 millions d'euros qui s'appelle Alliance for Impact, avec 3 acteurs, Aviva qui est le financeur, Vintech qui est le fonds d'investissement et nous qui sommes l'incubateur. Et on va accompagner chaque année une centaine de porteurs de projets que l'on aura identifiés comme étant à fort potentiel, mais pas encore complètement prêts à faire une levée de fonds pour X raisons. On pourrait y venir d'ailleurs sur les raisons qui font que les projets ne sont pas directement prêtes à faire des levées de fonds. Et voilà, ça c'est le dernier programme qui est vraiment le sujet le plus haut dans la chaîne de valeur. On a en parallèle, et puis après je viendrai vraiment sur l'entrepreneuriat social, mais d'une façon un peu plus large, peut-être à travers des exemples. On a aujourd'hui 2 incubateurs qui sont des incubateurs où il y a des réfugiés dedans. Alors, le réfugié, suivant la définition vraiment statutaire, c'est-à-dire quelqu'un qui a l'autorisation de vivre en France, de travailler, et donc qui n'est pas quelqu'un qui est là de façon… Enfin, il a reçu le tampon du gouvernement français et il peut travailler en France. On a 2 incubateurs qui s'adressent à des réfugiés qui veulent monter leur entreprise et ce sont des projets qui sont passionnants parce que certes, les projets ne sont pas toujours des projets à impact maximum, mais on est devant un public quand même qui a besoin d'être très soutenu et en tout cas faire de ces personnes des richesses pour la France et de faire la démonstration qu'ils peuvent non seulement s'intégrer, mais apporter vraiment une valeur ajoutée supplémentaire à travers la création d'entreprises, d'emplois, de richesses, etc. Vraiment, c'est un exemple qui nous intéresse énormément. Et puis, pour terminer, on a un autre public où là, on est beaucoup moins regardant sur l'impact social du projet, mais plus sur le public. On travaille beaucoup sur la ruralité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, en particulier, mais on voit bien quand on discute avec le gouvernement marocain, tunisien ou même en Afrique de l'Ouest,
que le problème de la ruralité, c'est que l'accès à l'information, l'accès au savoir, lorsqu'on veut développer une entreprise, ben, il n'est pas partout. Les incubateurs, ils sont souvent, et les programmes d'incubation sont souvent basés dans les grandes villes. Et plus on s'éloigne des grandes villes, ben, moins les gens qui sont là ont accès, connaissent l'information et peuvent se faire accompagner. Donc, on a développé quand même beaucoup de programmes qui s'adressent à des publics éloignés des grands dispositifs. C'est pour ça que je dis que l'impact social est à la fois moins important, mais on a eu des discussions en interne qui disaient que finalement, accompagner un jeune qui est au fin fond de la campagne à monter un bar tabac qui va permettre à des habitants de à la fois se retrouver, de ne pas faire des kilomètres avec un coup dans le nez, de ne pas avoir d'accident, de recréer un peu de lien social dans un village, on avait beaucoup plus d'impact que d'accompagner un jeune HEC qui allait connecter les plantes vertes dans les appartements du 16e arrondissement en Bluetooth pour économiser 3 gouttes d'eau et permettre que la plante grandisse beaucoup. Ce qui, au demeurant, n'est pas forcément idiot, mais voilà, travailler sur la ruralité, recréer du lien social dans des endroits où, enfin, recréer du développement économique, pardon, je m'emballe, développer du développement économique là où il n'y a plus grand-chose, voire plus rien, nous semblait être vraiment au cœur de notre mission d'accompagnement, finalement, des publics parfois sous-représentés et qui n'étaient pas prédestinés à faire du travail. On accompagne énormément de chômeurs. Cette année, là, on a un programme où on accompagne 200 chômeurs, souvent chômeurs longue durée, à créer leur entreprise. Pareil, hein, ils n'ont pas tous forcément un projet à impact social suivant les définitions des puristes ou de certaines chapelles, puisqu'on est quand même dans un univers où il y a plusieurs chapelles. J'y reviendrai. Il va falloir que j'y aille parce que sinon, je vais vous parler que de ce que je fais. Mais voilà, on a ces publics-là. On travaille beaucoup sur l'entrepreneuriat féminin aussi, qui est un public très sous-représenté dans l'entrepreneuriat de façon générale, mais dans l'entrepreneuriat à impact social, c'est encore plus vrai. C'est un paradoxe. Hein. On voit vraiment que les salariés sont beaucoup des femmes et les porteurs de projets sont beaucoup des hommes. Donc, on a lancé des programmes à destination de l'entrepreneuriat féminin. Voilà voilà mon histoire professionnelle. Dans quel cadre on s'inscrit? En fait, au début des années 2000, lorsque je me suis lancé dans l'entrepreneuriat social, il y avait deux catégories d'entreprises, ou deux catégories d'entrepreneurs. Il y avait ceux qui étaient dans le grand capital et qui étaient des salauds, forcément des salauds parce que ils voulaient faire du fric. Et puis il y avait le secteur associatif qui était forcément des gens bien parce que ils étaient à but non lucratif. Et nous, on disait, mais attendez, tout ça, ce sont des blagues. C'est pas, les statuts ne sont pas la vertu. C'est l'entrepreneur qui va mettre les valeurs et la mission qu'il veut accorder ou donner à son entreprise qui va faire la beauté du geste. Et donc, les statuts n'ont rien à voir là-dedans. Inutile de vous dire que le secteur dit associatif que l'on appelait à l'époque l'économie sociale et solidaire était extrêmement organisée autour du fait que les statuts précisément étaient la vertu, et de voir arriver des mecs comme moi ou comme d'autres qui disaient non mais ça ce sont des blagues. Alors je les connaissais bien, hein, le secteur associatif pour d'autres raisons, parce que j'étais impliqué là-dedans, mais je leur disais mais ça n'a rien à voir, enfin trouver des modèles économiques. À un moment donné, faire de l'argent, c'est pas forcément un problème. D'abord, c'est qu'est-ce que vous allez faire de votre argent. Et puis, je prends toujours le même exemple, mais en France, l'argent, c'est sale. Bon, on le sait. Hein. Enfin, c'est sale chez les autres. Quand vous en avez, c'est pas sale. Mais chez les autres, c'est sale. Notamment ceux qui ne sont pas des héritiers, parce que les héritiers, on les aime bien. L'argent se transmet, ça, c'est très bien. Mais celui qui va gagner de l'argent, c'est sale. Donc, je leur disais, mais aujourd'hui, on est devant un paradoxe. Un type deviendrait milliardaire en redonnant de la dignité à tous les clodos de France, en leur redonnant un travail, en leur redonnant un emploi, etc. Il deviendrait milliardaire, ça serait le diable. On est quand même devant un paradoxe fou. Et ça, c'était notre histoire de l'entrepreneuriat social, de dire il faut mixer les deux. Et on s'est fait beaucoup de gens. Alors aujourd'hui,
c'est quasiment devenu une évidence. C'est-à-dire que les choses ont beaucoup évolué, l'argent du secteur associatif s'est amoindri, imaginer des modèles économiques, c'est devenu quelque chose d'un peu plus acceptable. On a toute une génération de gens qui sont arrivés et qui finalement se disaient ben moi, je veux monter une SAS et je veux travailler avec des gens qui ont des maladies ou qui ont des trucs et je veux les aider et je veux essayer de gagner ma vie, notamment si je mets ma baraque dans l'entreprise, j'aimerais bien la retrouver à un moment donné, ce qui ne serait pas le cas si vous montiez une association. Donc les choses ont beaucoup changé, la loi Hamon est passée par là, a fait le statut ESU, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, vous pouvez monter une SAS qui a un impact social et vous, donc c'est le statut ESU qui rentre maintenant dans cet univers de l'économie sociale et solidaire. Mais c'est cette philosophie-là d'essayer de mixer argent public, intérêt général et business qui nous a animés. Je vais vous donner un autre exemple et après je regarde ma montre parce que je vais vous laisser me poser des questions en même temps que je parle. Je n'arrive pas à lire les questions qui passent. Mais je vais vous donner un exemple d'un de mes amis qui s'appelle Jean-Michel Ricard, qui a monté, lui, alors une association. Bon, c'était son truc, hein, mais il a monté une association. On a démarré exactement ensemble. Et alors lui est un géant. Hein, pour le coup, je ne me mets pas dans la même catégorie que lui parce que c'est vraiment un type qui a monté un business fantastique. Mais Jean-Michel, il était prof de gym, enfin ils étaient deux, hein, ils sont deux associés, deux profs de gym qui en sortant de l'école n'avaient pas du tout envie d'aller dans les lycées pour essayer de faire courir des gamins qui n'avaient pas du tout envie de courir. Et donc ils se disaient, moi je peux pas, je veux faire des trucs. Et en bénévolat, il donner des cours de gymnastique dans une maison de retraite avec son associé. Et assez rapidement, les gens de la maison de retraite lui ont expliqué que les personnes âgées, les anciens, qui suivaient statistiquement, qui suivaient ces cours, étaient en bien meilleure forme et surtout avaient beaucoup moins d'accidents du col du fémur. C'est-à-dire qu'ils étaient un peu plus toniques et du coup, ils tombaient moins et il y avait moins de casse. Et ils ont monté leur association autour de cette idée-là, de dire plus vous faites alors là, une fois de plus, c'est devenu un poncif maintenant. Mais Jean-Michel a vraiment participé à ça. Plus vous avez une activité physique plus longtemps dans votre vie, plus vous serez en forme, moins vous serez médicalisé. Et en fait, il a été vendre à la sécurité sociale l'idée de financer des cours de gymnastique dans les maisons de personnes âgées ou les EHPAD pour éviter les accidents. Et donc, un col du fémur, c'est 90 000 euros. Hein. Donc, vous imaginez, un cours de gym, c'est 10 euros. Donc, il faut faire des cours de gym pour arriver à 90 000 euros. Donc, rapidement, la sécurité sociale, les mutuelles, les complémentaires santé ont suivi sa démarche. Et aujourd'hui, c'est quand même une entreprise qui a 700 salariés, 700 profs de gym, qui donne, je ne sais pas combien, alors je ne connais pas tous les chiffres, mais des dizaines de milliers d'heures tous les jours de cours de gymnastique dans des maisons de retraite. Et pas que, où c'est intéressant parce que Jean-Michel et son associé Jean-Daniel sont vraiment des mecs intelligents. À un moment donné, ils ont été voir les gens du BTP, dont le plus grand en France, je tairai son nom, mais il a aussi un opérateur de téléphonie mobile, donc vous verrez de qui je parle. Et il leur a dit, vous savez, nous, on a remarqué que 90% des accidents du travail sur les chantiers se font pendant la première demi-heure de travail, parce que les gens, ils arrivent à froid, ils ne sont pas très très bien, et puis là, d'un coup, boum, il y a un problème. Et en fait, l'idée qu'ils leur ont vendue, c'est payez-nous un quart d'heure de gymnastique, comme le font les Japonais. On se marre, mais vous regardez les Japonais avant de rentrer sur le truc, ils sont tous synchrones, ils lèvent les mains, ils bougent ils clignent les yeux, enfin bon, ils se préparent à avoir une activité physique. Et en fait, là où c'est très drôle, c'est que Bouygues a accepté, pardon, j'ai mis le nom, oh là là, enfin bon, c'était... Bouygues a accepté, on n'est pas sur TF1, donc on peut dire ce qu'on veut. Pardon, je lisais une question, mais il y a quelqu'un qui me demande si financer un bar tabac, c'est bon pour les sociétés. Il faut essayer de passer sur le deuxième degré, c'est-à-dire que le bar tabac, c'est pour moi le truc, mais c'est du deuxième degré. En fait,
là où ça devient très très intéressant, c'est que ce constructeur s'est rendu compte que en faisant faire un quart d'heure de gymnastique à ses salariés, il diminuait de façon considérable les accidents de travail. Du coup, il s'est retourné vers son assurance en lui disant j'ai beaucoup moins d'accidents de travail, donc je veux payer une prime beaucoup moins grande. Et aujourd'hui, il gagne de l'argent en faisant faire un quart d'heure de gymnastique à ses salariés. Tout ça pour vous dire que l'entrepreneuriat social, il est intéressant parce que il doit, le carré magique peut parfois s'installer, c'est-à-dire que tout le monde y trouve son intérêt. La société, les salariés, enfin, voilà. Donc c'est vraiment quelque chose. Et alors, je pourrais multiplier les exemples autour de ce que peut être l'entrepreneuriat social, mais chaque fois, vous l'avez compris, c'est comment on mixe intérêt général et business. On n'est pas dans le secteur associatif qui fait par ailleurs d'ailleurs des choses merveilleuses hein, qui vont aider. J'allais dire aider les gens dans la rue. Il y a des gens qui ont monté les business sur ces sujets-là, mais qui voilà mixent les deux intérêts. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas grand-chose. En tout cas, je vais commencer à lire les questions que je n'ai pas lues. On m'a expliqué que vous aviez la possibilité de voter sur les questions, mais je vais essayer d'en trouver euh, sur. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir en bref de l'entrepreneuriat social et comment pouvons-nous nous y prendre? Ah ben, c'est tellement vaste que, en fait, c'est une démarche individuelle. Il n'y a pas d'école d'entrepreneuriat social. On peut bien sûr donner des conseils sur les statuts, on peut donner des conseils pour améliorer son impact social, mais ça part d'une idée au départ et surtout d'une volonté individuelle de se dire, moi, je vais monter j'en sais rien, je vais monter alors des livreurs de courrier avec des primo-délinquants. Alors voilà, je vous donne un exemple très simple. J'ai un copain qui d'ailleurs a monté une ruche à Toulouse dans la campagne, qui a aujourd'hui 1000 gamins qui sont des primo-délinquants ou des décrocheurs scolaires, et il leur apprend des métiers sur l'éco-construction et l'éco-rénovation avec les compagnons du Tour de France, avec les compagnons de je sais pas trop quoi, et il apprend avec des méthodes pédagogiques qu'il a imaginées, mais qui ne sont pas celles de l'école, bien évidemment, parce que ces gamins-là, l'école, ils n'en voulaient pas, mais il leur apprend des métiers à la fois valorisants, avec des modèles économiques. Les donneurs d'ordre, comme il est au bon prix, préfèrent passer par lui parce qu'ils se rendent compte que ces gamins-là, en les faisant travailler, enfin ces gamins-là, sa structure et les gamins pour lesquels ils travaillent, eh ben, ça a vraiment une vraie pédagogie d'inclusion dans le système, en tout cas, il les ramène. Donc, tous les métiers boulanger, vous allez prendre de la farine bio, parce que le sociétal, c'est pas que parce qu'on touche l'homme, c'est aussi derrière, on y met la permaculture, le bio, on y met l'élevage respectueux des animaux, on y met tous les sujets qui aujourd'hui sont un problème. Et en fait, c'est ça la philosophie, pour revenir et pour terminer sur comment s'y prendre. En fait, c'est identifier un problème sociétal et se dire qu'à travers une activité économique, on a la capacité à contribuer à l'améliorer. En France, contrairement aux Américains qui veulent changer le monde, ils n'y arrivent pas très fort, mais chaque fois ils disent moi je vais changer le monde. Nous on essaye de changer le quotidien de quelques personnes et de plus en plus de personnes, mais à travers une activité économique et à travers un problème sociétal. Aujourd'hui, on voit beaucoup de projets liés à l'immobilier. Comment, qui est un vrai problème, l'immobilier pour l'hébergement. On voit beaucoup de projets extrêmement intelligents qui permettent à la fois à des personnes âgées de ne pas partir dans les maisons de retraite. Donc, c'est du coworking ou du co-habitat de personnes âgées à l'intérieur de villages qui se regroupent et qui sont finalement, qui leur évitent de partir, alors de rester chez eux où ils ne sont pas équipés pour vivre décemment ou en tout cas de façon sécure. Et voilà, on les regroupe, enfin on les regroupe, ils se regroupent dans des maisons où ils partagent des parties communes, ils ont des parties privatives, il y a des services à la personne qui viennent à la carte leur rendre les soins, ça leur permet de rester dans le village et ça leur évite de partir pour eux, enfin
ceux qui ont dans leur entourage des personnes âgées savent à quel point l'idée de quitter sa maison et de partir dans une maison de retraite, ou parfois même dans un mouroir, est quelque chose qui les terrifie, et on peut les comprendre. Donc voilà, tout ça pour dire que dans l'immobilier sur les personnes âgées, mais dans l'immobilier aussi pour les étudiants, il y a des très très beaux projets d'habitat dans des containers. Vous savez, les containers qui sont sur les bateaux à Lille. Il y a beaucoup de projets autour de. On réaménage des containers, on en fait des logements plutôt très très sympa à destination des étudiants qui n'ont pas les moyens de se payer, donc on diminue de façon considérable le coût ou d'acquisition ou en tout cas de développement. Dans tous les univers, chaque fois qu'il y a un problème, vous pouvez vous dire qu'il y a un business à monter derrière en fonction de soit ce que vous savez faire, soit de la solution que vous voulez apporter. C'est ça l'entrepreneuriat social, c'est comment on refait une économie plus inclusive, en tout cas c'est notre vision. Et je dis souvent qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est déréglé, puisque dans l'histoire de l'humanité, partout où passait le commerce, les grandes routes commerciales, on voyait apparaître la sécurité, parce qu'il ne fallait pas que les biens soient volés, on voyait apparaître la santé, on voyait apparaître la culture, on voyait, voilà. Et aujourd'hui, là où passe la richesse, ben, on voit des travailleurs pauvres, on voit parfois des travailleurs détachés. Enfin, le truc s'est enrayé, et nous, on pense que l'économie peut être à nouveau, doit être, c'est pas peu d'ailleurs, parce que sinon le système va craquer, il n'est pas loin, je ne sais pas quel moment il craquera, mais je ne veux pas être Nostradamus, mais il va mal, et comment on peut restaurer un peu d'équilibre dans tout ça. Je pense qu'on n'est pas, je suis pas le seul à le penser, hein, on est vraiment de plus en plus, c'est vraiment une vague de fond, pas qu'en France, partout dans le monde, le social business est vraiment quelque chose qui bouge. On voit des dirigeants de boîtes qui arrêtent et qui veulent monter leur boîte. On voit des étudiants, des jeunes qui veulent pas partir dans les grandes boîtes, mais qui veulent mettre du sens. C'est le grand mot, je veux mettre du sens. Mais c'est vraiment une tendance de fond autour d'un phénomène qui dit que l'économie doit pouvoir être plus inclusive et pas que l'argent serve à faire de l'argent, ce qui est la financiarisation du monde. Voilà, je pourrais parler longtemps là-dessus, mais je vais regarder s'il y a des questions auxquelles je réponds. Alors, auxquelles je peux répondre, bien évidemment, je ne pourrais pas répondre à toutes les questions. Quels sont les secteurs sociaux pour lesquels vous avez créé des structures? Je ne suis pas sûr de comprendre. Je l'ai dit, hein, nous, on est transverse, hein, c'est-à-dire que toutes les thématiques d'incubation que l'on aborde, hein, il y a des gens qui travaillent, enfin qui montent des business pour aider des gens qui sortent de prison. Il y a des gens qui montent du business dans ce qu'on appelle la silver economy, c'est-à-dire à destination des personnes âgées pour que leur vie soit plus agréable. Bien évidemment, c'est pas les tours opérateurs qui amènent des vieux dans des bus pour visiter Rhodes. Hein. Ça, c'est pas l'entrepreneuriat social pour nous. Hein. C'est vraiment comment les gens peuvent être plus inclus dans la société. Il y a beaucoup de personnes âgées, enfin de personnes âgées d'ailleurs, attention, parce que là aussi les mots sont un peu fascistes, mais il y a beaucoup de personnes du troisième âge qui ont des savoirs extraordinaires, qui auraient envie d'aider des jeunes entrepreneurs. Alors, et comment on organise ces passerelles? Il y a tout un tas d'ailleurs le mot passerelle n'est pas neutre, puisque passerelle et compétences travaillent beaucoup sur ces sujets-là, de gens qui sont ou dans des groupes ou qui sont arrivés à la fin de leur vie professionnelle mais qui veulent aider. Donc tout ça, c'est des business qui ont été montés et qui touchent tous les secteurs. En face pour la ruralité, toutefois, quel mécanisme pour motiver l'entrepreneuriat déjà existant en zone urbaine? Alors, motiver à faire de l'entrepreneuriat social, c'est pas possible. On peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Hein. Il s'avère que on n'a pas trop besoin. Alors attendez, je vais allumer une lumière. Comme ça. Il s'avère que quand même les entreprises ayant de plus en plus de mal à recruter des gens à ce qu'on appelle la marque employeur, on voit vraiment beaucoup de jeunes qui sortent des têtes bien faites
qui passent des entretiens, qui sont embauchés, qui disent non, non, moi je ne veux pas venir travailler chez vous. Donc ça perturbe énormément les grands groupes. Je peux vous dire que ce n'est pas un phénomène français, et c'est un phénomène de plus en plus suffisamment massif pour que toutes les boîtes aient intégré ça. Ou ce qu'on appelle la préférence de marque, c'est-à-dire des clients qui, à prix équivalent, préfèrent choisir un produit qui va avoir des valeurs éthiques plutôt qu'un produit qui n'en a pas. Je peux vous donner un exemple qui, pour nous, pour moi en tout cas, est un des plus beaux, des plus belles réussites dans l'entrepreneuriat social, c'est Veja, qui fabrique des chaussures de sport qui sont maintenant très connues et qui le fait fabriquer dans les favelas du Brésil par des femmes qui payent au bon prix et c'est vendu en France. Ils ont une consommation et une fabrication extrêmement limitée parce qu'ils ne veulent pas faire de la croissance pour éviter de perdre et leur ADN et leur qualité et vraiment rester sur un produit. Voilà, donc Veja est vraiment un exemple pour moi extraordinaire et tous les gamins veulent venir travailler chez Veja. Ils passent une annonce, ils ont 6 000. Donc, comment on pousse les entreprises à faire de l'entrepreneuriat social? On ne peut pas les pousser. C'est eux qui, pour X raisons, de gré ou de force, vont vouloir aller vers ça. Je vous le dis, hein, il y a une tendance énorme qui est en train d'arriver dans les grands groupes, qui est ce qu'on appelle les entreprises à mission. C'est extrêmement nouveau dans la philosophie. Moi, il y a 20 ans, j'aurais dit les entreprises vont modifier leur statut pour dire qu'ils ont une mission sociétale dans le cadre de leur activité. Déjà, on me prenait pour un fou quand je disais que les valeurs pouvaient avoir de la valeur. Mais alors ça, c'est vraiment une tendance lourde. Et aujourd'hui, vous avez des très, très grands groupes qui sont en train de rentrer sur la logique de l'entreprise à mission, qui montre bien qu'ils ont compris, parfois, je vous dis, c'est de gré ou de force, mais qu'il fallait aller vers ça. Donc, on ne peut pas les pousser, ils iront tout seuls, et ceux qui n'iront pas, c'est-à-dire, je ne dis pas qu'ils disparaîtront, parce que ce n'est malheureusement pas le cas, mais ils auront quand même de plus en plus de mal à attirer des hauts potentiels qui veulent que l'humain reprenne un peu de place dans les organisations. Quelles difficultés vous avez eues pour lever des fonds? C'est une très bonne question. Il n'y en a aucune. Alors, il y a 20 ans, oui, hein, quand même. Quand j'expliquais que je voulais donner des remises et les donner à des associations, ça a été un peu compliqué. Les gens vraiment me prenaient pour un dingue. Hein. Mais aujourd'hui, il faut le savoir, on estime en France, à peu près, ça a été calculé très récemment, il y a un peu plus de 500 millions d'euros qui sont en stand-by et qui ne trouvent pas de projet dans les fonds à impact. 500 millions d'euros. Pourquoi ils ne trouvent pas de projet? C'est très important ce que je vais vous dire, parce qu'ils ont un fonds à impact à exactement la même lecture de ce que c'est qu'un beau projet qu'un fonds normal. Qu'est-ce que c'est un beau projet? Il y a une équipe solide, il y a un marché, il y a une méthode pour acquérir une part de marché. Et dans les fonds à impact, il faut que vous rajoutiez justement quel est votre impact, quel est à travers votre activité le problème ou l'impact sociétal que vous allez avoir. Donc, il y a beaucoup d'argent, mais il faut avoir vraiment une approche très professionnelle. C'est-à-dire, il faut penser que vous allez monter une boîte qui non seulement est très carrée, mais en plus, vous allez vous alourdir la charge en disant, en plus, il faut que j'ai un impact social. C'est vraiment, je vous le dis en toute transparence, il n'y a pas de les gens de la ruche. Aujourd'hui, nous, on est une entreprise dite libérée, c'est-à-dire que les salariés participent énormément à la vie de l'entreprise. C'est parfois très agaçant parce que moi, je suis quand même d'une école où il y avait un chef qui disait mais c'est ce que j'ai voulu, je l'ai. Il y a des fois, je me dis, j'aurais fait mieux. Enfin, il y a certains jours, hein, l'immense majorité du temps, je suis super content de voir que les salariés considèrent que c'est leur boîte et qu'ils ont leur mot à dire. Mais je ne sais plus ce que je voulais dire, mais l'entrepreneuriat social, c'est aussi justement une façon de faire que les gens qui travaillent là-dedans, dans la boîte,
ont un vrai sentiment d'appartenance. Honnêtement, enfin moi, là, j'en sors, hein, ça m'horrifie, mais mes salariés m'expliquent, moi, ce que c'est que ma boîte. Donc, quand ils ont raison, je veux bien le croire, mais quand ils ont tort et que j'ai envie de leur dire, mais vous allez m'écouter, mais ça marche plus. Donc, je sais plus ce que je voulais dire autour de ces sujets-là, mais oui, sur la levée de fonds, euh, tous ces sujets-là vont être abordés dans la levée de fonds. Il y a beaucoup d'argent, il y en a de plus en plus. Et ceux qui vont avoir le bon produit, mais quand je vous dis le bon produit, hein, c'est vraiment la bonne équipe, là, je ne vous le refais pas. Il y a du seed, il y a de la série A, enfin de la pré-série A, il y a de la série A, il y a de la série B, et en quantité astronomique. Il y a vraiment des levées de fonds à 4-5 millions d'euros, les alchimistes qui viennent d'être lancés. C'est du compostage industriel dans les centres-villes. Ils viennent de faire une levée de fonds à 5 millions d'euros. C'était pas du PowerPoint, mais ils avaient deux composteurs géants qui tournaient et ils ont fait une levée de fonds extraordinaire. Mais quand vous voyez l'équipe, le gingembre qu'il y a et la façon dont ils s'adressent et le marché potentiel, les fonds d'investissement, ils ont été obligés d'exclure certains fonds qui voulaient mettre de l'argent. Ils disaient s'il vous plaît, prenez mon argent, on n'en veut pas. Donc, ce n'est pas un problème le financier si vous avez la bonne idée, parce que dans cet univers-là, il y a beaucoup d'argent. Euh, L'entrepreneuriat suppose l'individualité basée sur le profit. Alors, l'entrepreneuriat social se modifierait comment? Profit et impact social. C'est un mix des deux. C'est-à-dire que l'impact social dégrade le profit, mais ne doit pas annuler le profit. Parce que le profit, ça veut dire pérennité, ça veut dire on est indépendant, on peut payer nos salariés, on peut réinvestir. Personnellement, en 20 ans, je ne me suis jamais versé 1 euro de dividende. Tout l'argent que j'ai gagné et enfin que les entreprises, pardon, parce que les personnes morales, c'est pas moi, mais que les entreprises gagnent, on les réinvestit dans le projet, on se développe, on fait des choses de plus en plus grandes. Donc, l'entrepreneuriat, c'est pas l'individualité, je suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, l'entrepreneuriat, c'est une aventure collective. Je le dis tout le temps, j'adore chasser en bande. Par contre, je ne chasse pas avec des baltringues. Hein. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui n'est pas au niveau, j'ai aucun problème à m'en séparer, mais j'ai vraiment un peu comme une meute, chacun a son rôle, chacun a son métier, et tous ensemble, on va être très très fort. Autrement dit, à deux, on est beaucoup plus fort. 1 plus 1 égale 3, et donc c'est pas du tout l'entrepreneuriat. Je sais, c'est Youssouf, je suis pas du tout d'accord avec vous. Ça n'a rien à voir avec l'individualité. En tout cas, ça peut l'être, puisqu'il y a quand même des gens qui ont monté les boîtes tout seuls, et ils sont beaucoup plus forts que moi, parce que ça, je ne sais pas faire. Je vous l'ai dit, moi, je ne sais rien faire. Mais moi, l'entrepreneuriat, c'est une aventure collective avec des salariés qui sont tous actionnaires. On leur a distribué récemment une bonne partie des actions. Donc, mais il faut qu'ils soient en accord avec la vision, la mission, et qu'ils soient force de proposition. C'est-à-dire que moi, des salariés qui viennent avec des problèmes, je leur dis qu'ils ne sont pas à la bonne place. Ils viennent avec un problème et des solutions. On regarde si la solution est adaptable et on en parle tous ensemble. Et c'est ça, moi, un entrepreneur, entre guillemets, salarié, c'est quelqu'un qui participe au développement de l'entreprise, non pas en faisant remonter les problèmes, mais en apportant des solutions aux problèmes qu'il a identifiés. Donc, c'est vraiment une aventure où des salariés se retrouvent entrepreneurs, certes pas avec les risques que moi j'ai pu prendre avant, avec des parts moins importantes, mais dans les responsabilités, encore que ça c'est une autre histoire, mais c'est pas du tout individuel. Euh, alors, ces deux activités dont on parlait, hébergement et accompagnement, ne sont peut-être pas interdépendantes. Absolument, vous hébergez la plupart des projets que vous accompagnez et vice-versa. Non. Alors oui, c'est interdépendant, c'est-à-dire que dans le cadre de nos programmes d'accompagnement, on sollicite énormément notre communauté d'entrepreneurs dans nos sites pour pouvoir devenir des experts, des mentors ou devenir des soutiens des entrepreneurs. Et non, ils ne sont pas tous hébergés chez nous parce que précisément quand on travaille sur la ruralité, là, on accompagne, je vous l'ai dit, 200 chômeurs qui sont en Île-de-France, qui sont souvent loin de Paris, et on les accompagne à distance. On a développé beaucoup d'outils numériques
pouvoir non pas faire des webinars, mais pour pouvoir travailler sur les projets et leur mettre à disposition des experts en live. Donc, non, ils ne sont pas tous hébergés, et puis on ne pourrait pas. Hein, je vous dis, nous, aujourd'hui, notre communauté d'entrepreneurs sur les ruches, c'est à peu près 1000 personnes. Et l'accompagnement, c'est 400. Donc, il faudrait qu'on multiplie les lieux chaque fois qu'on a des incubés. Donc, les deux activités se nourrissent, mais ne sont pas forcément dépendantes. Comment créer une entreprise si on n'a pas de capital? Alors ça, faire du capitalisme sans capital, c'est très compliqué. Hein. Ça, je n'ai pas la réponse. Les gens qui montent leur boîte aujourd'hui le font beaucoup au départ en ce qu'on appelle du love money. Cela dit, une structure, une personne morale, c'est 1000 euros. Hein, enfin, mais comment dire? On pousse beaucoup les entrepreneurs quand ils en sont au stade de l'idée, à commencer leur activité sous le statut d'auto-entrepreneur, qui est quand même le statut qui permet de valider un marché et qui, une fois qu'on sent que, ou on pressent, ou on a la conviction qu'on peut passer à l'étape supérieure, on peut aller créer son entreprise. Il y a une autre forme d'entreprise qui sont très, très intéressantes. C'est ce qu'on appelle les CAE, les coopératives d'activité économique, qui vont vous permettre, en adhérant à ces coopératives, d'avoir un soutien sur la comptabilité, sur tous les sujets un peu emmerdants, entre guillemets, pardon pour le gros mot, mais pour lequel l'entrepreneur n'est pas forcément fait, c'est-à-dire suivre la comptabilité, les fiches de paye, etc. Et les CAE, c'est un moyen de rentrer dans une communauté, d'être aidé. Ils vous prennent une partie du chiffre d'affaires que vous faites, mais c'est surtout que, en fait, ils ne vous payent qu'avec le chiffre d'affaires que vous faites. Et l'avantage immense, c'est que si votre activité s'arrête, en fait, vous êtes entrepreneur, puisque c'est votre activité que vous développez, mais vous êtes salarié de la coopérative qui ne vous salarie qu'avec l'argent que vous gagnez, mais l'avantage, c'est que vous avez droit au chômage. Si vous arrêtez, alors que si vous êtes une SAS et que vous êtes mandataire social, vous êtes un salaud de patron, vous avez droit à rien. Donc ça, c'est vraiment le pire, hein, parce que moi, je l'ai vécu à 2-3 jours de dépôt de bilan, quand vous avez charge d'âme ou de famille et que vous savez que quand ça va s'arrêter, vous n'avez plus droit à rien, c'est une catastrophe. Donc, l'auto-entrepreneur, je vous fais un petit warning parce que là, avec le Covid, on a quand même beaucoup de gamins qui avaient monté leur activité de conseil à travers des statuts d'auto-entrepreneur. Tout s'est arrêté. Ils sont chez Emmaüs ou au Petit Frère des Porcs ou chez Coluche pour aller chercher les paniers repas. Vraiment, se lancer dans l'entrepreneuriat, sauf par les CAE où vous allez avoir une protection sociale, ça peut être risqué. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire avec beaucoup de précautions, beaucoup de réflexion et surtout beaucoup de concertation avec ses proches. Parce que être entrepreneur, vous embarquez tout le monde, hein, vos enfants, votre famille, et vous les embarquez parfois sur des aventures qui sont exaltantes, mais parfois très dangereuses, entre guillemets, ou périlleuses, pour le moins. Voilà. Comment pouvons-nous faire pour que les investisseurs croient en nos projets pour nous financer? Ah ben c'est simple, hein, il faut que vous ayez un beau projet. Ça, un investisseur, il met de l'argent dans quelque chose où il se dit, je vais revoir mon argent, et à minima, je vais revoir mon argent. Donc, faire un business plan, c'est là où d'ailleurs les incubateurs ont une vraie fonction, c'est comment on accompagne un porteur de projet à clarifier son idée, à la rendre à la fois percutante et compréhensible et ambitieuse. Donc, ça, c'est l'énorme enjeu, mais je n'ai pas la recette magique, il faut que vous ayez un beau projet. Je vous l'ai déjà dit. Alors, pardon, hop. Alors ça c'est une question intéressante, comment garder la philosophie sociale des partenaires et employés au sein de l'entreprise avec le temps? J'ai l'impression trop souvent sur du lucratif malheureusement. Non, c'est assez paradoxalement, c'est le risque permanent qui nous est évoqué
Mais moi, j'ai plus le sujet de dire à mes salariés, regardez la dernière ligne du bilan, ils ont tout le temps envie d'aller aider les, les, les porteurs de projets, les plus mal lotis ou les plus... donc, ils ont vraiment... les gens qui sont dans cet univers-là ne sont pas là par hasard. Ils ont vraiment une fibre de vouloir aider les publics qu'ils ont décidé d'accompagner. Et j'ai pas d'exemple, moi, peut-être Ben Jerry qui a perdu en devenant une multinationale cette fibre, et encore, j'en suis même pas sûr, puisqu'ils faisaient beaucoup de bio, beaucoup de choses nature, etc., qu'ils ont gardé. Donc, je crois pas vraiment qu'on perde son âme en grandissant. Euh, ce qu'on perd en grandissant, c'est moi j'ai créé des boîtes où on a commencé, j'ai commencé un ou deux, et quand le projet devient grand, d'un coup vous mettez à travailler avec des gens que vous connaissez pas. Donc, mais ça c'est, enfin, vous savez plus qui ils sont, vous oubliez leur, vous n'arrivez pas à percuter sur leur nom. Voilà, donc ça c'est inhérent aux boîtes. Mais après, quand vous créez une entreprise qui a mis au cœur de son développement une ADN autour du social, c'est quasiment impossible de l'enlever. Si vous voulez l'enlever, vous tuez la boîte. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut plus avoir peur d'oublier la dernière ligne du bilan que d'oublier le sociétal. Alors, la levée de fonds en Afrique reste très difficile, c'est vrai. Est-il possible de lever des fonds pour des projets africains depuis la France? Difficilement. Quels sont les éléments à prendre en compte pour être sûr d'être sélectionné pour ces fonds disponibles? Malheureusement, j'ai pas ces réponses. C'est vrai que c'est un vrai sujet. Je travaille beaucoup avec Orange, qui travaille sur la création de fonds d'investissement. Je crois d'ailleurs à Abidjan. Je ne sais pas d'où me vient la question, mais ils m'ont expliqué à quel point, effectivement, il y avait très peu d'argent dans des fonds. Il y a beaucoup d'argent de l'AFD. Enfin, il y a des paradoxes, mais c'est vrai que malheureusement, et c'est vrai aussi en France, hein, enfin, il y a des endroits où les fonds d'investissement ne sont pas là. Ils ne sont pas là aussi parce qu'il n'y a pas les marchés. Hein. Je pense que si vous aviez la killer application, l'argent, une fois de plus, on les trouve assez facilement. Est-ce qu'il y a des bailleurs pour appuyer Est-ce qu'il y a des bailleurs pour appuyer les jeunes entrepreneurs? Je ne sais pas ce que c'est qu'un bailleur, mais est-ce qu'il y a des financeurs? Ça, je ne sais pas d'où est posée la question. Je ne connais pas tous les coins d'où c'est écrit. Oui, en France, il y a des gens qui financent. Nous, les politiques financent nos programmes d'incubation. Les grandes entreprises financent nos programmes d'incubation. Oui, ça existe. Je crois que d'ailleurs, il y a des incubateurs à Abidjan. Il y a des incubateurs en Côte d'Ivoire, il y a des incubateurs au Sénégal, il y a des incubateurs un peu partout. Oui, il y a de l'argent pour accompagner. Y a-t-il un cas d'éthique au projet financé, exemple, prise en compte du bilan carbone, projet, oui, oui. Alors ça, malheureusement, je vais être obligé de vous abandonner maintenant parce que j'ai une conf call. Mais oui, bien sûr, on a, nous, à la fois dans les projets qu'on accompagne, et même nous, en tant qu'entreprise à impact social, on a des actionnaires, on a des gens comme la Caisse des dépôts qui viennent de rentrer dans notre capital, et bien évidemment, on a la mesure d'impact social, on définit des critères au départ de ce que va être notre impact social, et il y a un suivi, et tous les projets qu'on accompagne, on leur demande de mettre en place on leur demande pas d'ailleurs, on leur impose on a des consultants qui travaillent là-dessus, sur définir leur impact social pour qu'on puisse agréger en fin d'année et faire un bilan en disant, ben voilà, création d'emplois, alors sur le carbone, c'est pour les gens qui sont effectivement sur le green. Donc, tout ça est vraiment maintenant très, très professionnalisé. D'ailleurs, c'est ce que demandent aussi les fonds à impact. Hein. Si ils vous mettent de l'argent chez vous, ils vont vous demander de vous faire un reporting très précis sur l'impact social. Et tous les quarters, puisqu'il y a des réunions tous les quarters, ils vont vous demander de leur expliquer si vous ne vous êtes pas éloigné du projet initial. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très, très cadré maintenant. Peut-être un peu trop d'ailleurs. Financé depuis la France. Alors, y a-t-il des moyens de se faire financer depuis la France? Honnêtement, au Cameroun,
je ne sais pas, certainement, hein, mais il faut rentrer en contact directement avec les fonds d'investissement. Et souvent, ils écrivent. En fait, les fonds d'investissement, s'ils voient un beau projet, que ça soit en Chine ou au Cameroun ou au pôle Nord, s'ils voient le truc, ils financent. Hein. Ça, vraiment, quand on a un beau projet. Alors, je vais vous dire un truc, et puis j'en terminerai là-dessus, mais gardez-le bien en tête. Nous, les projets qu'on accompagne, beaucoup les gens nous disent j'ai besoin d'argent pour lancer mon projet. Et moi, systématiquement, je leur dis c'est pas d'argent que vous avez besoin, c'est de clients. Trouvez les clients, de l'argent, il y en a partout une fois que vous avez trouvé les clients. Donc, plus vous avez trouvé la méthode pour gagner des clients facilement, plus vous trouverez des sommes importantes pour vous accompagner. Donc, faites un focus client dès le départ. Interrogez les gens. Est-ce que vous achèteriez? À quel prix? Faites ce qu'on appelle de la data, c'est-à-dire documenter votre offre. Où les premiers clients montraient à quel rythme vous les gagnez, et comment vous les gardez, etc. Cette data-là, c'est avec ça que vous allez gagner de l'argent. Parce que le tracking, c'est vraiment ce que regarde. Alors, il regarde l'équipe, je vous l'ai dit, la méthode, etc. Mais derrière le tracking, on voit s'il y a une équipe qui a pensé le truc, s'il y a un marché, s'il y a une méthode. Donc ça, c'est pas d'argent que vous avez besoin, c'est de clients. Gardez ça en tête parce que pour des gens qui trouvent des clients, il y a de l'argent partout. Voilà, je suis désolé, va falloir que je vous abandonne. Une fois de plus, j'ai pas répondu à 5% des questions. Je vous remercie. Il y a plein de messages encourageants. J'étais très heureux de ne voir que ma tête, mais j'aurais adoré voir les vôtres. Et c'est la première fois que je fais quelque chose comme ça. Je sais que vous êtes nombreux derrière et je vous remercie pour ce moment passé ensemble. Et puis peut-être que ça se reproduira sur des thématiques plus ciblées, on pourrait imaginer sur certains trucs. Je suis pas super balèze sur l'Afrique. Hein. Il y a pourtant, on a beaucoup de demandes parce qu'on sait bien que quand on parle de distance, de ruralité, de territoire abandonné, chaque fois que j'ai eu l'occasion de rencontrer des entrepreneurs africains, ils me disent bah, ça c'est l'Afrique et en X fois plus importante que chez nous. Mais pour l'instant, on n'a pas pu aller là-bas parce que c'est loin, c'est compliqué et puis on a beaucoup à faire ici. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et faites attention à votre santé. On vit une époque avec cette saleté qui nous envahit, qui est problématique autant sur le plan mental que sur le plan physique. Au revoir à tous.